Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6e webinaire d'une série sur la thématique de pyrogazéification qui a été initiée début avril par mon prédécesseur, donc Madame Madeleine Alphen, pour ceux qui la connaissent. Donc, je me présente, donc c'est Shorouk Night Saidi, déléguée générale du club pyrogazéification de la T2E. Je serai modératrice pour ce webinaire et j'ai deux intervenants que j'accueille et que je remercie de leur participation et de leur réactivité. Donc, nous avons Marc Le Treis, qui est responsable du secteur biocombustible de l'association L, et Émile Soler-Ni, qui est chef de projet chez Carbonex. Donc, juste quelques mots sur le club avant d'aller vers le club. Donc, juste quelques mots par rapport à ce webinaire. Donc, ce webinaire est enregistré. La vidéo sera disponible sur le site de la T2E. Vous avez un petit onglet questions et chat. Vous pouvez poser vos questions dans le petit onglet questions et nous répondrons vers la fin avec une session questions-réponses. Et les supports des présentations seront aussi disponibles sur le site de la T2E à l'issue de ce webinaire. Donc, je parlais tout à l'heure des différents webinaires. Donc, c'est une série de thématiques pyrogazéification. Donc, les autres webinaires ont aussi été enregistrés et ils sont disponibles. Donc, vous pouvez les revisualiser. Nous avons aussi un dernier webinaire qui était prévu initialement le 1er juillet, qui parle de la place de la pyrogazéification dans la transition énergétique. Ce webinaire a été reprogrammé pour la rentrée en septembre et une communication dédiée ainsi que la date vous sera envoyée et vous pouvez aussi la retrouver sur notre page LinkedIn. Donc, quelques mots sur le club de pyrogazéification de la T2E. Donc, le club, initialement, a été créé en 2014 et le but était tout simplement d'animer une plateforme d'échange collaborative entre les différents acteurs de la chaîne de valeur de la filière pyrogazéification. Donc, le club, par la suite, a intégré la T2E en 2019 et ça lui a apporté un peu plus de visibilité via les différents clubs de la T2E, notamment les clubs biogaz et les clubs power to gas. Au sein de ce club, comme vous pouvez le voir, nous avons des personnes et des organismes très variés. Nous avons des acteurs des territoires, nous avons des porteurs de projets, nous avons des laboratoires et centres de recherche, nous avons des acteurs de déchets, parce que cette filière intéresse de plus en plus d'acteurs de déchets, et nous avons aussi des organisations diverses. Donc, quelques mots sur la pyrogazéification pour ceux qui ne connaissent pas ou qui viennent de découvrir cette nouvelle filière. Donc déjà, rien que sur le nom de pyrogazéification, ce nom n'existe pas. Il est composé de deux mots, de la pyrolyse et des gazéifications, qui sont tous les deux des procédés de conversion thermique. Donc, les procédés de conversion thermique dégradent la matière première qui peut avoir des origines très diverses et variées, notamment origine biogénique ou origine recyclable, tout comme recyclable ou non recyclable, pardon, des origines carbonées non recyclables. Donc, tout simplement comme les CSR, le bois déchet B. Et vous pouvez aussi avoir des déchets ménagers qui peuvent être valorisés via des procédés de pyrogazéification. Donc, nous avons à la fois une dégradation avec des procédés de pyrolyse et nous avons aussi une dégradation avec les procédés de gazéification en injectant une petite quantité d'air ou d'oxygène, ce qui est différent des procédés de pyrolyse qui ont lieu en absence d'oxygène. Donc, les procédés de pyrogazéification peuvent valoriser cette matière sous diverses formes. Nous avons à la fois les gaz de synthèse qui peuvent produire via la brique de méthanation un méthane de synthèse qui peut être injecté dans les réseaux. Nous pouvons produire aussi des biocarburants via les synthèses de Fischer-Tropsch et nous pouvons aussi utiliser les procédés de pyrolyse et de gazéification pour une valorisation en chaleur ou en mobilité et aussi une valorisation industrielle. Donc, via ces différents produits,
Donc, quand on parle de gaz de synthèse, nous avons aussi ce qu'on appelle des coproduits de pyrogazéification, notamment des biochars et des biohuiles. Et aujourd'hui, on va s'intéresser principalement aux biochars. Quels sont ces coproduits qui peuvent être valorisés, qui peuvent aider aussi sur les modèles économiques, comment est-ce qu'on peut les caractériser, quels sont leurs différents types et qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui de ces biochars issus de projets de pyrolyse et de gazéification. Donc, pour ce faire, j'accueille mes intervenants. Donc, je passe la main à Marc Letreis qui va nous parler de cette thématique de biochar et aussi des groupes de travail qu'il anime au sein de la B2E sur la thématique biochar. Marc, je te passe la main. Tu peux mettre ta caméra aussi. Oui, alors, voilà. Est-ce que vous voyez une présentation? Oui. Voilà. Voilà, vous avez le bon écran devant vous? Parfait. Voilà. On te voit, on a la présentation, on t'entend. Ok, excusez-moi, je voulais masquer. Voilà. J'ai masqué le panneau, l'interface GoToMeeting. Donc, c'est bon, j'ai le visuel. J'espère que vous l'avez aussi. Bonjour, donc Marc Letreis, Association L. Je remercie avant tout du coup le club Pyrogazéification de cette invitation pour parler du sujet sur lequel nous travaillons, donc l'association L, B2E et le groupe Unilassal, dans le cadre d'un programme Interreg. Donc, je vais vous présenter au préalable notre organisation avant de vous présenter les travaux que nous faisons et pour venir sur notre sujet nécessairement, qui est une introduction sur le biochar afin que les différentes personnes participant aujourd'hui puissent avoir le même niveau d'information. Je suis certain que certains des participants participent aussi déjà à notre groupe de travail et ça permettra à ceux qui ne connaissent pas déjà le sujet éventuellement d'avoir une culture commune avec leurs pairs, si je puis dire, et pourquoi pas de collaborer aussi avec eux. Et on conclura sur voilà, la question quelle opportunité à développer des filières biochar en France, quel point de vigilance aussi. Voilà, je reviendrai là-dessus avant de laisser la main à l'intervenant suivant de la société Carbonex. Donc voilà, je présente très rapidement le programme SRICI, qui est un programme européen qui, si vous voulez, nous donne les moyens de travailler sur ce sujet-là et qui a été mis en place sur la base d'un constat avec l'objectif d'apporter une réponse ambitieuse, vous allez me dire, mais le constat est à la hauteur des défis. Hein. On a quand même des ressources, biomasse résiduelle, naturelle, végétale en Europe, a fortiori sur notre territoire français, qui sont aujourd'hui sous-valorisées, malgré l'attention qu'il peut y avoir, il faut le dire, sur ces filières-là aujourd'hui, notamment la filière bois, mais il existe des quantités de biomasse éparpillées sur le territoire qui aujourd'hui sont plus des coûts qu'une bonne valorisation sur notre territoire. Et donc, notre premier réflexe a été de travailler, essayer de trouver des valorisations à ces matières-là. Évidemment, le défi est assez élevé, on y reviendra. L'autre constat, c'est qu'il y avait, en tout cas, il y avait un marché, lorsqu'on avait fait cette étude de marché il y a quelques années, un marché du charbon actif, donc un produit très particulier en Europe qui était majoritairement issu de charbon fossile ou de matières végétales importées d'autres continents. Donc on s'est dit, il y a peut-être la place pour un marché sur une forme de charbon actif produit sur nos territoires.
voilà, là, c'était une vision assez raccourcie des choses, et donc nous sommes organisés pour creuser ces sujets-là, afin d'apporter une réponse pour promouvoir l'innovation, afin d'identifier des pistes de réponse, voilà, dans le cadre d'une économie circulaire, voilà, avec nos ressources locales, avec nos entreprises locales pour des usages locaux. Voilà, en se reposant sur ce à quoi pouvait éventuellement servir ou plutôt les biochars. Voilà, on va parler des biochars au pluriel. On verra tout à l'heure pourquoi. Ce travail-là, le programme SRICI que nous avons monté n'est pas parti de rien. Il y a tout un historique derrière, hein. Donc, je ne vais pas revenir sur le détail. Un historique, il y a une genèse, si vous voulez, qui nous a permis d'approcher le sujet sans découvrir complètement le sujet, évidemment, puisqu'on avait déjà travaillé sur de la cartographie des biomasses, on avait déjà testé un certain nombre de biomasses dans des filières de combustion. Et donc, voilà, nous sommes ouverts en 2015 sur les sujets de la pyrogasification, puisque le terme a été utilisé, pour petit à petit glisser sur le programme SRICI, avec les mêmes partenaires européens que voici. Donc voilà, 13 partenaires sur différents pays, l'Allemagne étant coordinateur de ces différents programmes que j'ai cités. Voilà, je ne vais pas m'étendre. En tout cas, si on revient sur la France, nous sommes organisés dans le programme SRICI en 3 pôles. Un pôle hub qui vise à faire de la mise en réseau d'acteurs et qui sert de centre ressources. Un pôle lab, donc laboratoire, qui vise à apporter une expertise sur le sujet. Moi, l'association, elle, fait partie du hub. Le lab est en réseau avec d'autres laboratoires européens qui sont aussi partenaires, et le pôle net qui visera lorsqu'on aura suffisamment avancé sur ce sujet-là, faire du développement, voire du marketing. Donc, qui sont les acteurs français qui coordonnent ce programme-là? Je les ai déjà cités. Donc, je ne vais pas revenir dans le détail, puisqu'on pourra éventuellement y revenir dans un deuxième temps. Mais il faut avoir en tête par rapport au profil de ces structures-là, elle est plutôt une association dont je fais partie, qui travaille sur la valorisation des biomasses sur les territoires dans l'ouest de la France. Donc, on a plutôt un barycentre de nos activités dans l'ouest de la France. Mais plutôt de la valorisation énergétique de biomasse végétale. Voilà, on est plutôt sur ce focus-là et on va plutôt être ressource sur la partie agricole. Notre association est une association constituée d'agriculteurs et de collectivités. B2E est une association constituée plutôt de fournisseurs de solutions. Donc, si nous, on travaille plutôt sur le volet agricole et agronomique, eux, ils vont plutôt travailler sur les volets qualité de l'eau, filtration de l'air, et j'en passe. Et puis Unilassal, donc notre acteur qui est dans le pôle lab, eux, ils ont plusieurs compétences qu'on verra dans un instant avec les différents travaux qu'on mène. Voilà. Donc, les services proposés, c'est de l'accompagnement déjà à découvrir un petit peu le b.a.-ba du sujet, si vous voulez, pour une première mise en relation avec des acteurs ressources, des acteurs qui veulent développer des produits. On peut faire un premier rendez-vous découverte pour les guider et éventuellement, troisièmement, faire de l'étude d'opportunité sur un cas concret, un écosystème, sur un territoire, faire de la rencontre d'acteurs, établir des hypothèses et pourquoi pas rédiger un protocole pour aller plus loin. En phase 4, où là, en phase 4, l'acteur qui veut développer une solution se met en relation avec des acteurs ressources qu'on a pu identifier, ou bien avec Unilassal, par exemple, on a quelques exemples. Et là, il y a un travail qui s'enclenche d'essais en labo et autres pour tester la reproductibilité. Voilà, donc quelques exemples. Voilà, nous avons fait de la formation à l'échelle européenne via des webinaires gratuits sur différents sujets. On pourra y revenir. Il y a l'ambition par Unilassal de faire un référentiel complémentaire des référentiels existants. L'idée, c'est pas de venir ajouter des couches de complexité, mais plutôt de trouver des référentiels complémentaires et notamment d'améliorer les grilles de lecture qu'on pourrait avoir sur les qualités du biochar par rapport aux usages établis. On y reviendra tout à l'heure. Des essais alors il y a eu déjà de la bibliographie de fait, donc un travail de revue bibliographique sur, par exemple, le sujet qui est illustré, c'est sur
la filtration en phase aqueuse, donc la décontamination de polluants. Ça, c'était plutôt de la bibliographie réalisée par Unilassal. Il y a des expériences sur le traitement de l'eau qui ont été faites dans différentes conditions. Des travaux vont être ouverts sur la remédiation des sols pollués, donc toujours par le groupe Unilassal, plutôt le pôle de Beauvais. Le pôle de Rouen, donc il y a des essais de faisabilité d'incorporation de biochar dans des matériaux qui sont menés par leur équipe de Rouen. L'équipe de Bru, l'équipe Cyclane, pardon, à Bru, côté de Rennes, mène des essais d'incorporation dans le digesta. Donc on verra tout à l'heure ces différentes applications. Dans le digesta, donc lié au process de méthanisation, pour mesurer l'effet sur la production de biogaz. Donc tous ces différents travaux sont réalisés en lien avec des entreprises du groupe de travail, voilà, qui ont des hypothèses de travail, des hypothèses de développement, et bon, ben voilà, qu'on essaye de faire avancer. Et puis, parmi les autres réalisations ou travaux qu'on mène, bon, ben, il y a des travaux d'étudiants, puisqu'on est quand même en lien avec le réseau universitaire. Voilà. Et puis, pour finir, on fait de la mise en réseau. Donc ça, c'est le deuxième volet, c'est l'animation d'un groupe de travail, tel que le groupe de travail pyrogasification œuvre, certainement. Ben, on a un groupe de travail spécialisé sur le sujet du biochar. Voilà, ce qui est un lieu de rencontre, donc qui est co-animé par Hervé Denis, donc président de B2E, et moi-même. Voilà, avec différents objectifs que j'ai déjà pu évoquer. Voilà, un certain nombre d'acteurs. Ce programme, je ne l'ai pas dit, mais il a démarré en 2020, donc on a déjà fait un certain nombre de rencontres, virtuelles ou physiques. Donc, il réunit un certain nombre d'acteurs. Évidemment, il n'y a pas 73 acteurs à chaque fois. Ça tourne selon les sujets qu'on met à l'ordre du jour, selon la disponibilité. On alterne le webinaire et le visuel et le physique pour permettre à des acteurs de toute la France de participer à ce travail-là, mais on a aussi quelques acteurs européens de fait. Donc on a alterné des séquences en physique avec des visites d'unités, vous pouvez en reconnaître, des visites de process de fabrication, des visites d'entreprises qui souhaiteraient développer ces sujets-là. Et puis au centre, en bas, vous voyez, on a essayé, bon, ça c'était il y a un an, on essaye de proposer un contenu qui répond à des besoins. Donc on a fait il y a un travail il y a un an d'identification des besoins des acteurs. Donc voilà, on avance progressivement. Donc 2021, voilà, un webinaire en lien avec l'économie circulaire. On a fait une conférence à Polytech. Voilà, je passe. Des journées thématiques, par exemple sur le retour au sol. Et on a une il y a un an, il y en aura une dans une semaine. Des participations à des salons. Toujours dans le cadre des journées thématiques, par exemple, le mois dernier, on a pu faire organiser une rencontre entre le GT Biochar et le GT Méthanisation pour voir les articulations possibles avec le sujet de la méthanisation. Donc, on a pu commencer à présenter les premiers travaux, mais on a aussi vu la diversité des chantiers qui pouvaient s'ouvrir à nous. Donc, il y a beaucoup de choses à défricher. Il y a de la bibliographie, il y a des articles scientifiques, mais après, il faut passer en phase pilote et en phase démonstration, test. Donc ça, c'est l'objet de ces échanges-là. Voilà, donc la semaine prochaine, on a GT sur le retour au sol, où on parlera en distanciel de la future réglementation là, qui va sortir le 16 juillet prochain et de l'impact pour la filière méthanisation, la filière biogaz, excusez-moi. Et puis, on compte organiser des assises du biochar au dernier trimestre 2022. Voilà, donc je vais, après ces larges présentations, mais qui vous permettent de comprendre aussi ce qu'on fait, je vais revenir sur le sujet qui nous réunit. Donc le biochar et ses origines. Ces diapos-là, vous comprendrez les opportunités, les points de vigilance qui vont être les conclusions de mon propos. Donc premièrement, pour ceux qui ne connaissent pas déjà le sujet du biochar, c'est un sujet qui existe déjà depuis quelques années et qui a été assez documenté, nourri par des entreprises peut-être dont certains font partie
certains présents aujourd'hui font partie pour développer des applications technologiques. Mais avant cela, voilà, c'est le principe de la terra preta et de l'amendement de sol par des matières fortement carbonées qui présentaient des intérêts au niveau agronomique et notamment le biochar, attention, c'est au sens général du terme, mais potentiellement peut avoir des influences sur le pH du sol, étant donné son très fort pH, peut, étant donné sa porosité, sa microporosité, augmenter la capacité de rétention des éléments minéraux, peut jouer un rôle, peut avoir une interaction avec finalement le complexe argilo-humique du sol, en améliorant la porosité et finalement il participe aussi à l'épuration du sol et de l'eau en hébergeant une microflore microbienne. Donc ça, ce sont des caractéristiques très générales qu'il faut absolument, en fonction des biochars, réévaluer lorsqu'on imagine faire une valorisation agronomique, par exemple. Car derrière cela, il y a aussi des risques aussi sur, il faut à chaque fois, toute matière revenant au sol, son innocuité doit être évaluée, notamment son innocuité par rapport à la présence de métaux lourds ou bien de goudron, d'organovolatiles et autres. Donc son process de fabrication, je ne vais pas venir vous expliquer comment marche la pyrogasification, en l'occurrence la pyrolyse. Par contre, simplement illustrer le fait que les intrants sont très variés et on en a aussi testé un certain nombre. Et si on s'attache uniquement aux intrants qui sont à peu près dans nos sujets d'étude, c'est-à-dire les biomasses végétales et les déjections solides, on voit déjà la grande variété. Rappelez-vous, je vous expliquais que nous, notre entrée, c'était plutôt de la valorisation des biomasses en défaut de valorisation. Donc, par exemple, là, si je prends uniquement les biomasses ligneuses, on a tout un spectre de matières dans lesquelles on voit que sur la biomasse ligneuse, au-delà des filières matériaux ou des filières énergie, on voit bien que dans la filière énergie, on valorise pas, on n'est pas capable de tout valoriser. Donc, un des postulats d'entrée était de savoir, par exemple, est-ce qu'il serait envisageable de valoriser des sous-produits. Alors, bien sûr, on a testé les déchets verts et comme beaucoup d'entre vous, peut-être, on s'est heurté à des problématiques bien précises. On a pu tester d'autres sous-produits très réguliers qui n'ont pas un très fort intérêt en chaufferie bois, par exemple des films de criblage, et on a sorti des très bons résultats, par exemple. On a fait des essais aussi sur des matières herbacées issues d'entretien de milieux naturels, sur des peuplements assez homogènes. On a fait des choses assez intéressantes là-dessus. Voilà, quelques chiffres pour appuyer cette approche de valorisation de nos biomasses. Voilà, on a de la ressource. Si on fait un zoom uniquement sur notre région, on a énormément de ressources et on a des acteurs sur le territoire pour mobiliser ces ressources. Et on se rend compte quand on creuse un petit peu qu'on a beaucoup de ces acteurs-là qui sont en recherche de valorisation de sous-produits. Maintenant, il faut trouver l'intérêt pour eux de faire du biochar, et c'est là que est tout l'intérêt de notre groupe de travail, c'est de mettre ces acteurs-là en relation avec des potentiels consommateurs en passant par des développeurs de solutions. Donc, sur la pyrolyse, je ne détaille pas, ça a déjà été évoqué, mais voilà, on va plutôt viser le processus de pyrolyse pour produire du biochar avec les différentes caractéristiques que j'ai citées tout à l'heure. Ce qui va vraiment jouer, c'est quand même la présence de matière carbonée. Ça, c'est une nécessité d'avoir au moins 60% de taux de carbone. Donc évidemment, si on va être sur d'autres process que la pyrolyse qui ont pour vocation de produire, par exemple, de l'énergie, le taux de carbone, il a vocation à être le plus bas possible. Donc ça, c'est un premier critère, le taux de carbone. L'autre point sur lequel nous on insiste, c'est la reproductibilité, c'est d'avoir quelque chose de reproductible dans le temps pour s'engager derrière vers des essais de valorisation. Donc, il faut avoir un process stabilisé. Donc, si je reviens sur le matériau biochar, donc voilà, on est plutôt sa forme particulière ou sa forme granulaire
et propre aux usages qu'on en fera. On est sur un carbone qui a la particularité d'être très stable, hein, qui est complètement stabilisé, qui est poreux. J'ai déjà parlé du pH, de la capacité d'échange cationique. Donc, c'est ces différents critères-là, en fonction de quelle matière première il vient, en fonction du process dans lequel il est utilisé, qui vont varier. Et en face, on a plein d'usages potentiels avec des spécificités, même certaines fois des normes. Et c'est là qu'il va falloir trouver, si je puis dire, la bonne matrice par rapport au bon usage, quoi. Voilà. Concernant les usages, ici, on n'a fait qu'un aperçu des usages que nous, on cherche à travailler. Mais l'ITACA, l'institut qui a pas mal fait de publications sur le biochar, a recensé dans ses publications 55 usages potentiels. Là, on ne traite pas, par exemple, des usages associés en sidérurgie, par exemple. On ne traite pas des usages associés dans les conducteurs, parce que ce ne sont pas des sujets dans lesquels nous avons des compétences dans nos 3 champs d'action. Voilà, donc nous, on va se concentrer sur l'agronomie, la digestion via les filières de méthanisation, le traitement de l'eau, le traitement des gaz. C'est essentiellement ça. La nutrition, par exemple, la nutrition animale, par exemple, on le regarde pas. La cosmétique, on ne le regarde pas. Le textile, la construction, voilà, et l'industrie, on ne les regarde pas directement. Bien sûr, on est attentif et on essaiera, si certains nous sollicitent là-dessus, de créer des passerelles. Mais ce ne sont pas nos priorités. Je passe cela pour aller vers la conclusion car je vois l'heure. Voilà. Donc, une fois que j'ai expliqué tout cela, vous comprenez qu'il y a une forte potentielle variabilité des propriétés des biochars. Et pour toute valorisation, voire toute commercialisation, ces qualités-là doivent être maîtrisées. Donc, c'est ce qui rend l'exercice très complexe, c'est-à-dire qu'on est sur une matière vivante à la base, en tout cas dans notre schéma de fonctionnement, on est sur une matière vivante par définition variable et on la transforme dans un process qui peut être complexe. Donc on a des exemples de process maîtrisés avec du biochar stabilisé derrière, mais j'attire l'attention sur tout acteur qui produit aujourd'hui du biochar et qui voudrait le commercialiser, sur l'importance de trouver une adéquation entre ces qualités établies du matériau et l'usage établi. Et donc pour cela, il y a obligation de mettre des moyens d'analyse en laboratoire. La difficulté, c'est de définir les cahiers des charges de ce qu'on veut analyser. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on peut vous accompagner. Deuxième point, la notion de filière. Voilà, la question qui vient régulièrement de la part de potentiels utilisateurs, c'est voilà, y a-t-il des biochars adaptés à mes besoins en France? Quel est son prix? Donc ça, tant qu'on est sur une filière qui n'est pas mûre, il est très compliqué d'y répondre. Et donc dans nos objectifs, on souhaite contribuer à cela. Ça passe par un certain nombre de points. D'une part, l'identification des usages, la mise en lien entre les acteurs, définir des cadres réglementaires ou rappeler des cadres réglementaires existants. Par exemple, le travail qu'on va faire la semaine prochaine avec le GT sur le retour au sol. Développer ou bien faire connaître les normes existantes et puis faire le lien du coup avec les laboratoires en charge de caractériser les matières. Et puis, idéalement, à terme, créer des référentiels qualité et des référentiels prix. Sur l'environnement, l'approche est aussi nécessaire et importante car les clients, les acteurs publics sont demandeurs aussi de garanties sur ces sujets-là et donc on incitera chaque développeur, voilà, lorsqu'il sera sur un modèle suffisamment bien caractérisé, de pouvoir envisager, pourquoi pas, de l'analyse de cycle de vie, par exemple, à minima du bilan énergétique. C'est évidemment un minima aussi des caractérisations chimiques des produits sortants, quoi. Mais bon, finalement, pour finir sur une note positive et encourageante, voilà, le biochar aussi présente de nombreuses opportunités. Il y a de nombreux débouchés à développer en substitution de certains produits. On prendra l'exemple qu'on avait été visité au début de notre démarche il y a 4 ans à Baden-Baden où ils avaient mis en place un process de valorisation de la fraction ligneuse de leurs déchets verts pour produire un charbon qui avait des caractéristiques proches des charbons actifs commerciaux utilisés pour faire le traitement tertiaire de leurs eaux en sortie de station de traitement. C'est un exemple qui leur apportait une économie
à double entrée, économie sur la valorisation des déchets verts et économie sur la substitution de médias filtrants. Voilà, donc ceci, on peut se questionner sur d'autres applications et c'est ce qu'on fait dans le cadre du hub. Voilà. La mise en place de cascades d'usage, si on fait un zoom par exemple sur l'application à la ferme, il y a plein de superbes belles choses à envisager. Il y a des acteurs qui y travaillent aujourd'hui. La création de nouvelles chaînes de valeur. Typiquement, on a l'exemple de Stockholm, avec un retour d'expérience un petit peu mieux caractérisé qu'à ses débuts aujourd'hui, mais bon, voilà, qui a mis en place une chaîne de valeur à l'échelle de la ville. Voilà, et puis la création d'alternatives à certains médias filtrants et de créer des nouveaux biosourcés pour développer un panel de solutions environnementales intéressantes. Voilà donc les opportunités qu'il y a devant nous sur un échantillon des valorisations, je suis bien conscient de ça, et il y a d'autres valorisations sur lesquelles certains acteurs travaillent qui sont à très forte valeur ajoutée et qui sont encore plus aujourd'hui dans l'actualité sur les sujets de décarbonation. Ça, c'est sur la décarbonation. Là-dessus, il y a un très lourd sujet. Donc, je finirai là-dessus. Donc, j'ai pris un petit peu plus de temps. J'espère que, Merci Marc, ça va aller. Non, ça ira. Merci Marc pour cette présentation, ces éléments très intéressants. À la fois, effectivement, il y a le GT Biochar, donc le club pyrogazéification, et nombre d'adhérents du club participent aussi au GT Biochar de la B2E. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez participer ou vous inclure, n'hésitez pas à y aller. Je passe la main à Émile de Carbonex qui va nous parler de leur application sur les procédés de pyrogazéification. Émile, tu peux partager ta présentation? Oui, alors, est-ce que… Je tiens juste à vous dire que nous avons quelques questions. Nous allons prendre un peu de temps à la fin de la présentation pour répondre à vos questions. Est-ce que vous voyez ma présentation là? Pas encore. Alors, partage. Je vous mets passer la main. Est-ce que vous m'avez passé la main là? Oui. Voilà. Parfait. Voilà. Voilà, parfait, Émile. Alors, ici. Voilà. Donc, bonjour à tous et merci beaucoup de me laisser la parole pour présenter nos actions en termes de biochar au sein du groupe solaire Carbonex. Merci aussi beaucoup à Marc de nous avoir bien expliqué le biochar. Ça va me permettre de passer un peu plus rapidement sur certains points. On a une vision assez similaire sur le biochar que Marc, mais avant de rentrer dans le biochar, je vais rapidement présenter qui nous sommes. Nous sommes une entreprise familiale fondée en 1993. Je représente la 3e génération dans le métier. On a développé en interne pendant une quinzaine d'années, avant que cette technologie soit prête, une technologie propre de production à la base de charbon de bois pour barbecue, donc une technologie de pyrolyse, qui à la base était destinée uniquement pour le marché du barbecue. Et sur le marché du barbecue, donc du charbon de bois pour barbecue, un produit de loisir qui est vendu en grande distribution. On est en concurrence avec des produits qui viennent du monde entier et de beaucoup de pays du Sud qui ont des conditions de production et de sourcing de matières premières qui sont assez controversées, qui ont des effets extensifs pour l'environnement et socialement. Donc, nous, on a développé cette technologie afin de pouvoir produire en France en répondant aux normes environnementales, sociales qu'il peut y avoir. Donc, aujourd'hui, on est environ entre 150 et 160 collaborateurs répartis sur 2 sites en France. On a 3 unités de production, 2 dans le Grand Est, dans le sud de la Champagne, à Gier-sur-Seine, et une autre en Gironde, à Lacanau, où on produit en tout 50 000 tonnes de charbon végétal, à la fois pour barbecue, des applications industrielles. Marc avait commencé à en parler rapidement, de l'industrie sidérurgique, silicium, construction, mais aussi pour le biochar en agriculture. Donc, notre procédé de pyrolyse
ça a été expliqué auparavant, mais on réutilise la chaleur qui est dégagée par ce process pour produire de l'électricité renouvelable qui sera ensuite injectée dans le réseau électrique. Pour vous donner une image de comment on fonctionne, on reçoit du bois d'entretien de la forêt. C'est vraiment le bois d'entretien, celui qui n'a pas forcément de valeur pour le reste des industries du bois, telles que les scieries, les tonneries ou autres. On vient récupérer, entre guillemets, les déchets de la forêt qu'on va pyrolyser et on va récupérer donc une partie solide, le carbone solide qu'on va utiliser pour le biochar, mais également les gaz, les syngaz, pour lesquels on a des applications au sein de notre process qui permettent d'augmenter l'efficacité énergétique, mais également, comme j'expliquais plus tôt, pour produire de l'électricité. Chez nous, comme on est en concurrence avec des acteurs qui parfois ont des pratiques très, donc pas en France, mais qui sont à l'étranger, et qui ont des pratiques très controversées, voire très mauvaises sur leur approvisionnement en matières premières, on a un cahier des charges très strict sur l'origine de nos matières premières. On travaille exclusivement avec du bois. On travaille avec du bois d'origine locale. On travaille avec des certificateurs, mais aussi des ONG qui ne certifient pas, tels que Earthworm Foundation, avec qui on a une collaboration de longue date et avec qui on travaille vraiment en toute transparence, vraiment à livre ouvert, où ils viennent valider la totalité de nos fournisseurs en bois, mais également ils ont accès à toutes les données de production et aussi de production pour vérifier que ça correspond bien, que la réalité correspond bien avec les factures, avec le papier. Donc pour nous, la durabilité de la ressource et la gestion forestière et l'origine de la matière première, c'est vraiment un point très sensible parce que si le produit a beau avoir des propriétés qui sont bénéfiques, s'il est sourcé de manière non durable et mauvaise, le produit perd tout son intérêt. Donc pour rentrer aussi un peu dans les détails, pour expliquer comment on fonctionne et comment on caractérise, parce que comme Marc l'a dit, il y a plusieurs biochars. Il y a même une quasi-infinité de biochars. Chaque biochar sera différent. Nous, on a une technologie de production qui permet de produire un biochar qui est stable dans ses caractéristiques, dans ses qualités. Et donc, on a vraiment eu une démarche de compréhension et de caractérisation très poussée de notre biochar pour comprendre quelles étaient les utilisations optimales pour notre biochar. Donc, on a travaillé avec, on a mené des recherches avec l'Institut Agro de Montpellier Supagro, avec l'Institut de recherche pour le développement, l'IRD, ainsi que l'INRA et le laboratoire LISA, également à Montpellier. Donc là, vous voyez sur la slide le bois avant et après pyrolyse. Donc on voit bien, ça c'est une photo de notre biochar, donc les porosités. Ce sont les porosités qui vont venir donner ces caractéristiques intéressantes au biochar. Pour donner quelques chiffres, la porosité d'un biochar, c'est entre 400 et 600 mètres carrés par gramme. Un charbon actif, Marc en parlait également au début de sa présentation, ça a une surface spécifique supérieure, donc il y a encore plus de porosité. Et donc, quand on change les porosités du biochar, on change également ses caractéristiques et les applications qu'on peut avoir avec ce biochar. Une grosse partie de nos recherches se focalise sur le biochar en agriculture. Donc, on va travailler sur les rétentions des nutriments dans le biochar, sur la rétention d'eau et sur la capacité de nidification des micro-organismes. Et on va voir comment le biochar interagit avec le sol, avec les racines des plantes qui sont dans le sol. Et l'idée, c'est vraiment de savoir doser, de savoir mesurer les effets du biochar dans le sol, donc dans différents dosages, mais également dans différents sols, différents types de cultures, vraiment comprendre comment fonctionne ce produit lorsqu'on l'utilise en agriculture. Donc, comme je disais plus tôt, on a mené des études. On a mesuré les capacités de rétention, donc quelle était la réserve utile en eau du sol avec et sans biochar. On voit que quand on met du biochar, le sol
est capable d'avoir plus d'eau disponible pour les plantes. Et c'est pareil pour les nutriments. Donc, le sol va conserver plus de nutriments dans le sol. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que le biochar va conserver ses nutriments et l'eau, mais va être capable de le restituer quand la plante en a besoin. Donc, ça va servir comme un régulateur pour les plantes. Et pour cela, on a testé différentes granulométries. Donc, on sait maintenant dire dans tel type de sol, telle granulométrie est optimale pour tel type de culture également. On a des unités de production à la fois en Champagne et dans le Bordelais. Autour de nous, les cultures principales, c'est vraiment la viticulture. Donc, on a aussi focalisé nos études sur l'utilisation du biochar dans des sols viticoles. Je vais vous parler d'un exemple qu'on a mené pour une étude avec un château dans le Bordelais qui avait une problématique de stress hydrique sur certaines de leurs parcelles, à la fois pour les plants plus jeunes, mais aussi des plants plus âgés. Donc, on a caractérisé le sol. Avec l'appui des études qu'on a menées de compréhension de notre biochar, on a dosé dans différents biochars pour répondre à leurs besoins. Et donc, ce sont des résultats ce sont des études qui ont maintenant 1 an, qui sont longues parce qu'il faut qu'on comprenne sur plusieurs années comment le biochar interagit avec le sol. Et on voit déjà des résultats qui sont assez intéressants. On mesure, on a beaucoup de paramètres qu'on mesure sur ces essais, mais on voit une amélioration dans le stress hydroazoté, donc dans la première partie du sol, parce que les vignes vont être capables d'aller puiser de l'eau beaucoup plus en profondeur. Donc le stress hydrique est plutôt lié à la possibilité de capter de l'azote en surface, mais on a aussi des plants qui sont en meilleure santé, où la maturité des raisins va être meilleure, on va avoir une meilleure croissance des plants, les rendements aussi sont plus intéressants. Donc il y a tout un écosystème qui se met en place dans le sol autour du biochar qui permet de stimuler le sol et de le rendre en meilleure santé, si je puis dire. Alors, on a aussi remarqué que sur certains types de sols et certains types de cultures, il n'est pas intéressant d'utiliser du biochar. Donc, c'est aussi pour ça qu'il est vraiment important de comprendre le biochar, parce que chaque biochar est différent, de comprendre les interactions que le biochar peut avoir avec le sol. Parce que dans certains types de sols, le biochar va avoir un effet où il va capter l'eau sans pouvoir la restituer aux plantes. Donc, il y a également des points de vigilance à avoir, mais donc tout ça, c'est le travail d'analyse très poussé qu'il faut avoir et de compréhension des fonctionnements du biochar. Le biochar, c'est également un puits de carbone. Donc, on a mené des ACV et il y a de plus en plus de méthodologies de comptabilité des puits de carbone liés au biochar qui se développent en Europe, mais aussi au niveau mondial, où le biochar, la biomasse va capter ce carbone. Le biochar est une version concentrée de ce carbone, alors à condition de le produire dans certaines conditions, de gérer ses émissions, d'avoir une efficacité énergétique importante, d'avoir une gestion de la biomasse qui est importante. C'est aussi pour ça qu'on accorde beaucoup d'importance à cette gestion de la biomasse. Mais le biochar vient allonger le cycle du carbone de plusieurs. Alors, on sait le mesurer sur certaines années. On n'a pas encore le recul nécessaire pour dire ça va stocker le carbone pendant 1000 ans, mais on voit dans certains sols le carbone qui est stable sur plusieurs milliers d'années. Donc aujourd'hui, les méthodologies garantissent une captation, un puits de carbone sur une durée de 100 ans. Donc aujourd'hui, on est capable de générer des certificats de captation carbone. Et quand on travaille dans l'agriculture, les agriculteurs ont des gros problèmes de pouvoir acheter le biochar, qui est un produit qui reste très cher. Donc on va se servir de ces certificats biochar
que l'on vend à d'autres entreprises et qui sont redistribués aux agriculteurs afin de faire une sorte de subvention sur l'achat du biochar par les agriculteurs. Donc, ça permet, cette propriété de puits de carbone du biochar permet de financer l'utilisation du biochar pour ses propriétés agronomiques. Alors, si vous avez des questions sur ça, si j'ai pas été assez clair ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez vraiment pas à me poser ces questions dans le chat. Pour ma part, j'ai fini la présentation. Merci Émile, merci pour ces très belles informations sur le biochar et sur ces différents types de valorisation. Justement, on a pas mal de questions qui ont été posées dans le chat. Marc, si tu peux, voilà, revenir. Donc, je vais vous citer quelques questions. Je pense que vous les avez aussi. Alors, questions. Donc, on commence par les premières questions qui ont été posées. Voilà, j'ai perdu ma question, principalement. Donc, la première question, je ne sais pas si c'est la première question, est-ce le biochar hautement poreux, large surface poreuse est mesuré par la surface spécifique? Donc, c'est une question, en fait. Oui. Et si on parle d'un biochar hautement poreux, c'est qu'on a mesuré sa surface spécifique. Et effectivement, c'est comme ça a été expliqué par Émile dans sa présentation et par Marc aussi. C'est ça, oui, tout à fait. On a, pour les biomasses qu'on a testées, par exemple, on a la biomasse par exemple, je parlais tout à l'heure de la fine de bois, donc de quelque chose d'assez plurinaturel. On est arrivé à des mesures de surface spécifiques qui sont très intéressantes. Après, quand on fait des essais d'absorption, par exemple, on arrive et qu'on compare à du charbon actif, on est arrivé à des niveaux d'efficacité de 80%, c'est-à-dire qu'il faut mettre pour une dose de 80 en charbon actif, il nous faut une dose de 100 en biochar pour atteindre les mêmes niveaux d'absorption, ce qui était assez intéressant sur ce matériau-là, par exemple. On a essayé ça sur différentes matières. Nous avons aussi une autre question d'Emir Pousse qui nous dit quel coût de commercialisation ou de valorisation du biochar? Voilà, c'est une question du marché. Marc ou Émile qui peut répondre à cette question. Oui, alors ça dépend vraiment de ce qu'on recherche. Donc, il va y avoir plusieurs coûts selon la granulométrie, selon la quantité qu'on va commander. Mais pour donner une idée de nos prix qu'on pratique aujourd'hui, on est sur un prix de 600 € la tonne de biochar, auquel on vient réduire, comme j'expliquais, grâce au certificat carbone, environ entre 150 et 200 € par tonne. Il faut juste dire qu'effectivement, il y a différents types de biochar, donc c'est en fonction de la qualité du biochar, de certaines spécifications qu'on arrive aussi à le valoriser sur ce coup ou pas, Émile. Il y a quand même des contraintes par rapport à ça. Oui, et il y a aussi plusieurs manières d'utiliser le biochar. Donc, on peut le mettre dans des composts, donc il y a des différentes manières d'acheter le biochar. Nous, donc, comme on le fait, on va vraiment travailler au cas par cas. Donc, on va étudier, on va regarder quelles sont les caractéristiques du sol, quelles sont les cultures qui sont prévues sur ces sols pour adapter l'utilisation du biochar. Mais il y a aussi un effet d'échelle. Donc, si on veut commander un big bag ou 2 big bags, c'est différent que si on commande plusieurs camions en vrac pour une utilisation un peu plus importante. Donc Pardon, Émile, excuse-moi. Pour la part, c'est bon? Non, c'est bon, j'ai fini. Non, je voulais rebondir sur la valorisation agronomique. Enfin, évidemment, ça va dépendre de quelle valorisation on a en face, du consentement à payer aussi, du client et du service apporté. Donc, en agronomie, c'est de cet ordre de grandeur. Après, évidemment, en agronomie aussi, on peut avoir des biochars fonctionnalisés, donc qui vont apporter d'autres services. On va utiliser leur microporosité pour travailler sur des
des effets à retardement, si je puis dire, ou des choses comme ça. Mais après, sur d'autres usages, où là, on va intervenir plutôt en support de filtration, évidemment, quand on se compare à des formules commerciales de charbon actif et qu'on atteint, comme je donnais un exemple tout à l'heure, 80% d'efficacité, et qu'en face, on a des charbons actifs qui sont plutôt sur une base de 2500 ou 3000 euros tonne, on pourrait imaginer se positionner avec des prix évidemment pas à ce niveau-là, parce que voilà, on n'a pas des filières structurées, on n'a pas les mêmes niveaux d'efficacité. On pourrait imaginer aller au-delà de tarifs présentés ici sur des applications agronomiques, quoi. Je pense que ça dépend beaucoup des usages. Et si on regarde sur des marchés de niche comme l'alimentation bovine, sur tout ce qui va être complément alimentaire pour éviter les désordres intestinaux ou des choses comme ça, on voit qu'on n'est pas du tout sur les mêmes références de prix non plus. Maintenant, concrètement, ce que je disais tout à l'heure, le marché, je pense qu'il n'est pas structuré du tout en France et on est loin encore d'avoir des prix qu'on peut communiquer sur telle ou telle application, à ma connaissance. Mais j'apprécierais être contredit en la matière. Ça voudrait dire que la filière est vraiment mature, quoi. J'appelle aussi à la vigilance sur la valorisation agronomique qui était mise en avant. Il y a la semaine prochaine, donc je parlais là du prochain GT qu'on organise sur le retour au sol, donc la réglementation évolue. Donc il est important, et on l'a vu lorsqu'on a fait des précédentes rencontres, il est important de travailler dans un cadre réglementaire et ceci, ça occasionne des coûts. Ça trie aussi finalement, malheureusement, les possibilités de valorisation, hein, c'est moins facile. Donc, faudra être attentif à ça et l'impact que ça a sur le marché, sur les prix, etc., quoi. Je continue avec les questions. Nous avons quand même une vingtaine de questions, je pense. Donc, le biochar est-il envisagé ou peut-être peut-il être envisagé comme combustible de remplacement aux chaudières ou chaufferies à charbon de façon à limiter les coûts d'adaptation de ces chaudières? Alors, oui, c'est possible. C'est dommage de l'utiliser de cette manière. C'est pas, à mon avis, l'utilisation la plus judicieuse. Celle qu'il faut privilégier, en tout cas en tant que combustible. Dans d'autres parties d'industrie, dans d'autres industries où le carbone rentre dans la réaction comme réducteur, par exemple, là, ça peut être très intéressant, surtout quand on a une empreinte carbone faible du biochar, production du biochar. Donc nous, on travaille sur ces utilisations industrielles également. On a des demandes aussi comme biochar comme combustible. Mais vraiment, la partie combustible, c'est pas notre préféré. Il y a vraiment d'autres usages plus nobles, vraiment plus intéressants pour le biochar. Nous avons une autre question de Gorka Biro qui nous dit bonjour, si je veux développer une unité de pyrogazéification pour réaliser du biochar, à quelles normes suis-je soumis pour la fabrication de l'unité, notamment pour la sécurité aux biens et personnes? Là, je dirais que ce sera le GT du 7 juillet qui va nous parler un peu de cette réglementation, Marc. Pas directement, puisque là, je pense que la question était plutôt sur la classification ICPE dans laquelle s'inscrivait l'unité, ou bien, parce qu'en effet, le 7 juillet sera plutôt sur les normes produits, hein, la norme produit auquel fera référence la matière organique sortant. C'est ça, en effet, rendez-vous le 7 juillet. Si c'est plutôt là, dans quelle classification rentre l'unité de production, pour le coup, je pense que dans le club Pyro, c'est des sujets que vous avez abordés. Ouais, tout à fait. J'ai pas encore de réponse. J'ai pas apporté de réponse à la question. Je renvoie à vendredi prochain. Parfait. Nous avons une autre question de Hubert Niven qui nous dit le nouveau règlement, c'est le 2019-1009 qui entrera en vigueur en juillet 2022. Tous les biochars entrent dans cette réglementation ou cela dépend de l'origine de la biomasse? Alors là, on est donc le règlement 2019-1009. Donc là, on est sur le règlement sur le retour au sol des matières fertilisantes, des matières organiques fertilisantes. Donc on en reparlera vendredi prochain.
On prend soin, on a préparé cette séquence-là pour répondre à ce type de questions. Oui, tous les biochars seront concernés. Évidemment, certains, selon l'origine des matières entrantes, seront plus facilement valorisables que d'autres. Évidemment, tout ce qui va être biochar à partir de produits qui ont un statut de déchet, voilà, il y a un cadre défini pour cela, mais du coup, c'est beaucoup plus complexe. On en reparlera dans le détail. Il y a déjà des questions qui ont été formulées pour le webinaire de vendredi prochain. Donc, n'étant pas expert sur le sujet, je ne vais pas me lancer dans cet échange. Une autre question de Geneviève Caminade qui nous dit « Comment vous gérez le rapport CN et le pH pour les amendements sol ?» Alors ça, moi, je ne saurais pas répondre à cette question. On a une équipe d'agronomes qui travaille là-dessus, qui serait peut-être un peu plus capable de répondre à cette question. Marc, peut-être que vous… Non, je ne saurais pas dire. Non, je ne suis pas non plus expert sur le sujet. C'est notre équipe Unilassal qui fait les essais culturaux. Comment est-ce qu'on gère ces paramètres-là essentiels? Je ne saurais pas répondre directement. Je peux vous mettre en contact avec les équipes d'Unilassal, effectivement, qui peuvent éventuellement vous répondre par rapport à cette question. Dans le cadre de l'accompagnement qu'on fait, que j'ai décrit tout à l'heure, en effet, assez rapidement, quand on arrive sur des questions plutôt techniques, hein, évidemment, ben, on embarque nos collègues Unilassal dans lesquels il y a plusieurs profils. Hein, je rappelle, il y a le profil agronome, donc avec l'unité de Beauvais, il y a les profils plutôt médias filtrants, gaz et eau sur Bru, et puis il y a les profils matériaux sur Rouen. Donc n'hésitez pas à nous recontacter, vous avez vu les coordonnées mail à la fin de la présentation. Voilà, et le webinaire peut être rediffusé, donc les coordonnées seront disponibles. Voilà. Une autre question, à quel moment le charbon pour barbecue devient du biochar? C'est peut-être toi, Émile, qui peut répondre. Et quelle est la différence entre un biochar et… Oui, alors on a une technologie qui était à la base adaptée pour produire du charbon de bois. Maintenant, on a des lots de production dédiés au biochar. Les caractéristiques physiques, enfin, de taux de carbone vont rester assez similaires, mais il y a une différence sur la température de pyrolyse, la durée de pyrolyse, et également la pureté, si je puis dire. On va avoir moins de HAP sur le biochar pour pouvoir répondre aux normes qui arrivent, qui sont assez strictes et qu'il faut pouvoir répondre. Il y a aussi une partie vraiment comment on prépare le biochar pour pouvoir l'incorporer dans le sol. Une autre question de Stéphane Rabacou qui nous dit biochar et charbon actif pour traitement des eaux potables. La technologie est-elle disponible en France ou en Europe pour éviter les importations de Chine? Merci. D'après ce qu'on a vu, les charbons actifs utilisés en traitement d'eau potable, donc ils sont encadrés, donc il y a une norme par rapport à ça. Ça, c'est une chance. Au moins, on a un référentiel qu'on peut utiliser lorsque les analyses pour réaliser les analyses chimiques. Concrètement, aujourd'hui, on s'est concentré sur le traitement des eaux, traitement tertiaire des eaux usées, parce que atteindre les valeurs limites requises pour le traitement d'eau potable, et voilà, la marche est encore assez haute. Deuxièmement, les opérateurs de traitement, pour le moment, qu'on a contactés, n'ont pas souhaité réaliser ces analyses-là. Donc, elles ont été réalisées uniquement en laboratoire. Et voilà, la marche est encore haute. Je ne connais pas pour le moment de technologie, en tout cas d'opérateurs qui utilisent une technologie permettant de produire un biochar stabilisé répondant à cette norme-là en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Et s'il existe, on sera prêt on sera heureux qu'il se manifeste à nous, parce qu'on a des territoires où on pourrait expérimenter des choses comme ça. Une question de
Meriadec Clouet qui nous dit comment a été évaluée la durée de rétention du carbone, ordre du millénaire, par le biochar? Bonne question. Alors, il y a certains retours d'expérience de la Terra Preta en Amazonie qui a servi vraiment de base et qui a servi comme ouverture à l'étude du biochar. Mais alors, ça va être développé, ça va être des formules qui sont développées par des publications scientifiques qui vont être revues par d'autres scientifiques. Et aujourd'hui, on se base sur des méthodologies qui sont reconnues, qui se basent elles-mêmes sur des publications scientifiques. On a des indices de stabilité de matière organique utilisés en agronomie. On a fait mesurer, on a analysé différentes matières organiques et puis certains biochars de certaines matières organiques. Voilà, on n'a pas testé évidemment sur cette échelle-là, mais on voit bien la stabilité sur une échelle de quelques mois lorsque certaines matières organiques sont complètement minéralisées. D'autres, comme le biochar, n'ont pas bougé du tout. Donc, voilà, après, les scientifiques font les calculs qu'il faut pour estimer cela. Nourri par voilà, la bibliographie, nourri par l'histoire aussi. Je ne saurais pas détailler cela. Donc, l'indice de stabilité. Une avant-dernière question qui est sur une tonne de biomasse brute, quel est le rendement de production biochar envisageable? Alors, ça va dépendre de beaucoup de facteurs. La technologie utilisée, la température de pyrolyse, le taux de carbone souhaité à la fin. Donc, plus on va chercher un produit qui a un taux de carbone élevé, plus on va utiliser de biomasse brute pour la produire. Il y a vraiment plusieurs utilisations, mais selon les technologies, on est entre quoi? On est entre 3 à 4 tonnes pour les plus basses tonnes de biomasse brute pour produire une tonne de biochar à les technologies les moins efficaces utilisent jusqu'à 10 tonnes. Et une dernière question qui a été posée par pas mal d'intervenants. Accordez-vous de l'importance, donc quelle est l'importance de la granulométrie du biochar selon les usages? C'est une question relative à la caractéristique. Oui, granulométrie, c'est une question relative aux caractéristiques du biochar en fonction des usages. Nous, on a remarqué que la granulométrie a une très grande importance et que si on utilise la mauvaise granulométrie, on obtient des résultats qui sont vraiment, qui peuvent être très mauvais. Donc, la granulométrie, c'est pour ça qu'on a mis nous beaucoup d'efforts pour comprendre et tester différentes hypothèses. La granulométrie a un impact très fort sur les effets du biochar. Alors pour le coup, j'ai pas de réponse précise illustrée là-dessus, mais c'est un sujet à part entière. Nos collègues d'Unilassal, nos experts sur le sujet, nous ont fait comprendre que c'était une thèse à part entière. L'influence de la granulométrie sur l'efficacité en fonction des usages, c'est un sujet à part entière. Mais en tout cas, c'est un vrai sujet. Il faut le préciser, selon que ce soit particulier, granulaire, et puis après la taille des particules. Voilà. Après, il y a du biochar qui est granulé aussi. Donc, voilà, donc il y a différentes formes d'appli. Il y a l'applicabilité, il y a l'efficacité. Il y a le compromis entre les deux. Si on veut l'utiliser demain sous forme conditionnée, par exemple en filtration de gaz, voilà, il y a des choix qui vont devoir être faits aussi sur le conditionnement. Mais donc c'est un sujet à part entière. Pareil, je vous invite à ce qu'on échange en lien avec nos experts sur le sujet. Merci Marc, merci Émile. Merci à tous nos participants d'avoir assisté. Je vous rappelle que vous pouvez revisualiser ce webinaire qui sera publié sur le site de la T2E. On en arrive à la fin. Je vous dis excellent week-end et merci à tous de votre participation. Merci. Merci pour votre invitation et ces échanges. Merci.